Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Baillargeon, consultant immobilier. Salut tout le monde, c'est Guy Baillargeon au micro de l'émission Ensemble, on va plus loin. Mon invité cette semaine, j'ai la chance d'avoir François Macaille à mes côtés. Comment ça va, François? Ça va très bien, Guy. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très honoré que tu m'aies invité. Puis j'adore le titre de l'émission Ensemble, on va plus loin. Parce que justement, je suis une personne d'équipe. En fait, j'ai une équipe en immobilier. Moi, j'ai toujours été un gars d'équipe. En fait, j'ai jamais été seul, ou pratiquement, même dans ma vie personnelle. T'as une blonde, même que mes chums riaient, je reste jamais seul, toi. Non, pas vraiment. Alors, toujours ensemble. C'est bon, ça. Il faut pas. Ouais, j'ai commencé en 97, j'ai commencé avec ma mère, tu sais. Fait que tout de suite, j'ai commencé à travailler en équipe, puis par la suite, quand elle a pris sa retraite en 2002, en 2003, j'avais déjà des associés avec moi, puis puis j'ai tout le temps travaillé en équipe, j'ai tout le temps aimé grandir des équipes. Oui. Puis je trouve que ça s'applique bien quand j'ai vu le titre que tu as, Ensemble, on va plus loin. Puis d'ailleurs, une de mes amies, Tania Rickert, que tu as rencontrée d'ailleurs, quand on s'est rencontrés. Ben oui, son chien a bu dans ma tasse. Exact, ouais, c'est ça. Ensuite, le chien est parti avec la cravate. Tania, c'est une de ses expressions favorites. D'ailleurs, Ensemble, on va plus loin. Fait que le titre nous colle vraiment. Fait que merci beaucoup de l'invitation, Guy. Bien heureux d'être ici. Ben oui, ça me fait plaisir. Tu parlais de ta mère tout à l'heure, c'est qu'elle est devenue, un bon jour, elle est devenue courtier. Oui. C'est ça, elle a fait ça, quoi, c'était dans les années 80, ça? C'est dans les années 80, en fait, pour tout te dire, mon oncle était courtier en Floride, à Daytona. Alors, fait qu'à un moment donné, en 83, 84, on s'en va passer des vacances là-bas. OK. Puis ma mère, c'est une femme qui est à la maison. Elle s'appelle Micheline, ta mère, hein? Micheline, oui, Micheline. Puis, fait que ma mère... On la salue. On la salue d'ailleurs. Ah oui, salut, maman. Elle va être contente. Alors, là, elle est en Floride, là, relax. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est bon, puis il fait beau ces temps-ci. Wow. Alors, ma mère, ben c'est ça, en 83-84, on va pour des vacances en Floride. Puis son frère lui dit, tu sais, dans le fond, mes parents, mon père travaillait chez Bell. Puis donc, ils se disent, bon, ben ma mère, les enfants sont rendus à quasiment 8 ans, 10 ans. Pourquoi que je ne retournerais pas travailler sur le marché du travail? Puis elle dit, j'aime la vente. Elle vendait du Tupperware. OK. Tu connais ça? Ouais, tu connais ça. Ben oui, bien sûr. Hey, l'usine était dans ma ville où j'ai grandi, était à Cowansville. Il y avait 400 employés de Tupperware qui travaillaient à Cowansville. Ça a fermé peut-être en 75. Ah oui, OK, Ouais. ça je savais pas. OK. Ouais. Ma mère, ça a été une championne vendeuse de Tupperware. Wow. Fait qu'elle a travaillé chez Delta, dans le fond. Elle a même, en passant, une petite note comme ça, elle a même rencontré le colonel Sanders du poulet frit Kentucky. Je sais pas pourquoi, mais moi, ça nous impressionnait tout le temps. Mon frère, quand il nous a dit ça, que hey, j'ai rencontré le colonel Sanders. Y a-tu les cheveux blancs, vraiment? Y a-tu vraiment son habit? Ça a l'air que oui, hein? Ça a l'air qu'il se prenait vraiment avec cet habit-là. C'est un personnage. C'est un personnage, exactement. Fait qu'elle l'avait rencontré. Puis, c'est ça, elle a toujours été bonne au niveau du service à la clientèle. Fait que finalement, à un moment donné, ben, c'est ça, elle a vendu du Tupperware durant le temps qu'elle était à la maison. Puis quand elle était en Floride, ben mon oncle Claude, qui était là-bas, il était courtier immobilier. Puis il a dit, Micheline, t'avais faire ça. Tu t'avais vendre des maisons. Oui. T'aimes ça le monde, t'aimes ça parler avec les gens, t'es sociable, puis tout ça. Pourquoi tu vends pas des maisons? Fait que, parler avec mon père, on se dit, pourquoi pas? Fait qu'elle est revenue à Montréal. En 84, elle a suivi son cours, puis elle a commencé vers la fin, je pense, novembre-décembre 84 comme courtier immobilier. Puis je pense, si je ne me trompe pas, l'année d'après, elle était courtier numéro 1 de son bureau. Courtier numéro 1 du West Island. Était chez Remax Dicker à l'époque, qui est maintenant Remax Royal Jordan. Et, oui, je connais. Oui, avec Caroline Salette, la propriétaire. Puis, donc, fait qu'elle a toujours bien performé rapidement. Puis c'était quand même une des premièrement, à l'époque, là, c'est drôle un petit peu d'en parler aujourd'hui, parce que là, à l'époque, ça, c'est là, comme 30
quasiment 35 ans, 34 ans. Oui, oui. À l'époque, c'était ce qu'on parlait, c'était le féminisme. Fait que ma mère, pour Oui. moi, c'était comme... Oui. c'est vraiment ça, la définition d'une féministe, une femme qui s'affirme, qui travaille, qui a du succès, puis tout ça. Fait qu'on a comme vécu un peu ce côté-là. Probablement, mon frère a dit « Hey, écoute, nous, on a une mère qui est pas comme... Tu sais, là, elle est retournée au travail, puis elle n'est pas juste retournée au travail, mais elle a du succès. Puis Une machine de guerre. Là, une machine de guerre. Puis ce qui était le plus drôle, c'est que à cette époque-là, le courtage immobilier, les photos sur les pancartes commençaient. Fait que parce qu'avant ça, c'était les noms, ces pancartes, il n'y avait pas nécessairement les photos. Puis les photos, puis je pense que ces premières pancartes, il n'y avait pas de photos. Puis à un moment donné, les photos sont arrivées sur les pancartes de courtier immobilier. Puis c'est comme dans la période d'élection, tu sais, il y a des photos de personnes. Hey, c'est quoi ça? Puis je me rappelle d'avoir vécu ce moment-là, que c'était très étrange de voir ma mère sur des pancartes. On disait, hey, c'est-tu drôle? Ma mère, elle est sur plein de pancartes, c'est quasiment une vedette. C'est bon. Fait que ça a été très cool. Puis rapidement, elle s'est vraiment démarquée. C'est ça, comme courtier immobilier. Puis une des particularités qu'elle avait, puis je pense que j'ai quand même, elle m'a transmis ça, c'est dans le fond, c'était une femme qui aimait ça, se former, en fait. Oui. OK, aller chercher de l'enseignement. Donc, elle prenait des cours. À l'époque, avec, je ne me trompe pas, c'était Tom Hopkins, qui était des gourous de la vente. Peut-être Zig Ziglar, Tom Hopkins. Il y en avait un autre, je ne me rappelle plus c'est qui, mais elle prenait des cours, puis elle voulait vraiment se perfectionner. Puis elle n'était pas dans un milieu qui était, à l'époque, qui encourageait vraiment où on était. Elle venait pas elle avait pas un entourage qui l'aidait vraiment à se développer. Comme moi, j'ai bénéficié de gens comme ma mère qui m'ont dit, ben gars, tu peux à peu près accomplir ce que tu veux, puis il n'y a pas de limite, puis t'es capable. Mais tu sais, elle avait pas ce cercle de personnes. Non! Non, elle avait plutôt des gens quasiment négatifs, pas négatifs, mais qui n'étaient pas nécessairement des gens super positifs alentour d'elle, qui disait, puis c'est elle-même qui va le dire, peut-être à un moment donné, ça vient à ton émission. Oui. Mais elle disait, elle dit, quand je suis arrivé, on me disait, au bureau, ils m'ont dit, ben là, tu peux pas appeler le lundi parce qu'il y a Entre Chien et Loup qui joue à télé. Tu peux pas appeler le mardi parce qu'il y a du hockey. Tu peux pas appeler le mercredi parce que si. Puis tu peux pas appeler le jeudi. Fait qu'elle dit, quand j'appelle, ben là, faut que tu trouves du temps. Appelle pas le week-end. Puis, fait que là, c'était. Elle dit, ben oui, fait que le monde, il faisait rien. En fait, le monde au bureau, il lisait le journal. Il attendait qu'il y ait un client qui rentre. C'était pas des top producers, si on veut. Non. Fait qu'elle s'est mise à appeler des gens. Elle a pris le journal, elle s'est mise à appeler, puis elle a commencé à avoir des listings, des inscriptions, puis elle s'est mise à travailler fort. Puis à un moment donné, elle a entendu parler d'un concept qui était « Hey, tu sais que même si tu fais partie d'une équipe, tu peux te développer davantage. Tu peux peut-être même engager quelqu'un. Peut-être pas attendre que ton bureau te fournisse ton bureau te fournisse certains outils, mais tu peux en avoir plus. » Fait qu'elle s'est engagée une adjointe. Elle était une des premières femmes au Québec dans le courtage immobilier à engager quelqu'un d'autre pour travailler pour elle dans une agence immobilière. Fait qu'elle avait son adjoint. Puis à ce moment-là, elle pensait de relaxer, mais c'est un petit peu le contraire qui est arrivé, parce qu'avec un adjoint, tu es capable d'en faire plus. Elle en faisait plus, puis son adjointe, elle fournissait du travail, mais elle était encore plus occupée. Mais ça lui a quand même permis de prendre des vacances, puis de recharger ses batteries, mais elle avait déjà là, au début, commencé un petit peu le concept d'équipe. Puis c'est ça. Puis moi, puis c'est elle qui m'a encouragé, d'ailleurs, là, qui m'a soutenu dans mon choix de devenir courtier immobilier. Parce que là, on remonte en 97, puis son mari, là, mes parents s'étaient divorcés entre-temps, puis ça aussi, ça a été, je n'ai parlé dans une entrevue que j'avais faite, ça a été un moment aussi qui était peut-être moins facile, parce que quand tu es dans un couple, puis le courtage immobilier, ça l'affecte beaucoup de couples. On sait qu'il y a beaucoup de couples courtiers immobiliers qui sont plus des couples. Parce que c'est très difficile. Les horaires de travail sont très lourdes. Oui. Puis les gens qui sont passionnés comme moi... La vitesse à laquelle ça va, la pression qui vient avec, à un moment donné, c'est difficile. Puis quand t'aimes ça, tu sais, je me rappelle de Jean. Puis Jean, si jamais il écoute ça, dire « Salut Jean Daou ». Puis Jean était venu au bureau, puis il m'avait dit « Moi, François, du soir, il n'y aura pas de problème. Je connais tellement de monde. Moi, l'immobilier, moi, de faire ça du 9 à 5, lundi au vendredi. C'est pas question, je travaille le week-end. »
Puis je me rappelle 2 week-ends après, je l'ai vu un dimanche dans le bureau. Je dis « Hey, mon Jean, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais au bureau un dimanche? » Fait qu'il dit, il dit « Client, ben oui, c'est sûr. » Je dis « C'est sûr, tu fais de l'immobilier. » Je veux dire, les gens veulent visiter le week-end, le soir, le week-end. Fait que c'est des horaires accaparantes. Fait que quand t'as un couple qui est habitué dans une certaine routine... C'est comme moi, mes parents, à l'époque, c'était une certaine routine de oui, hein? de mon Papa, père. il arrive du travail, il se passe telle affaire, puis etc. Son steak est sur la table. C'est ça. Sa là. 50 est sur la table. La vie de banlieue ou la vie traditionnelle, là. Oui, hein? Là, t'en as un des deux qui devient, qui commence à avoir du succès puis qu'il faut qu'il s'absente de plus en plus. Et ça, là, c'est venu bousculer la dynamique familiale. Tout à fait. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de situations aussi, là, aujourd'hui. Ouais. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Puis je dis pas que plus aujourd'hui. Je dis pas que c'est... Tu sais, à l'époque, c'était... En tout cas, dans notre situation familiale, ça a vraiment bousculé. Fait en sorte que mon père a peut-être mal réagi aussi à certaines... à ce changement-là, qui était pas... il était très confortable dans sa position. Par la suite, mes parents se sont divorcés. Ma mère a commencé à sortir avec Jean-Luc, qui est mon beau-père actuel, que je salue d'ailleurs, qui est un homme d'affaires exceptionnel. Jean-Luc avait été... il avait travaillé chez TELUS, Québec Téléphone à l'époque. Oui. Donc, il a été un des VP, je ne sais pas exactement dans quoi, mais il s'occupait de plein de choses. Je sais qu'il... il brassait pas mal les syndiqués. En tout cas... disons ça comme ça. Disons ça comme ça. C'est ce il était. Je pense qu'il l'envoyait à la guerre contre les syndicats. D'ailleurs, je salue Dominique Prudhomme s'il m'écoute, parce que Dominique Prudhomme, c'est un de mes amis qui est en charge de son syndicat là, au Vieux-Port de Montréal. OK. Il est très, très, très intéressant d'ailleurs sur Facebook. Mais c'est ça. Fait que Jean-Luc était là. Puis, fait qu'après ça, il a acheté un McDo en 83, je pense. Fait que, en 83... À la Chine? À la Chine. Okay. À la Chine. Mais lui, il venait de Rimouski. C'est celui que je connais? Hein? Le McDo que je connais, ouais, là, ben 32e. Ouais, exact, c'est ça. Ah, ben oui, je connais ça. C'est celui-là, ben oui. Ah, OK. Fait que, mais Jean-Luc, il était à Rimouski. À Rimouski, d'accord. Puis lui, il travaillait toute la Côte-Nord. Fait que cette île, tout ça. Puis finalement, il a dit... il voulait... je me rappelle plus, il avait quel âge, c'était peut-être en quarantaine à ce moment-là. Puis il a voulu acheter... J'avais entendu parler de McDo. Puis il a voulu acheter un McDo. Puis à l'époque, en 83, ben McDo, c'était fort, mais c'était pas aussi fort que ça l'a été... qu'on a connu ça dans les années 2000. Mais fait qu'il était quand même précurseur. Puis ils ont dit, ben écoute, il y en a un McDo, il est à la Chine. Fait que lui, il est parti, il a dit, OK. Il a déménagé sa famille à l'époque, il s'est emmené à la Chine, puis il a ouvert, il s'est occupé de ce McDo-là. Alors, d'ailleurs, où j'ai travaillé. Excellente école pour apprendre, justement, comment aller plus loin ensemble. Ouais. Parce que, tu sais, le McDo, c'est quand même une gang d'ados qui gère un restaurant qui fait des millions de chiffres d'affaires. Fait que c'est quand même... ça prend une belle structure. Ça prend... Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé, puis tous ceux qui ont travaillé là, c'est que ça te montre à comment te structurer, puis comment faire en sorte aussi de donner envie aux gens d'avoir certaines responsabilités. Quand tu travailles chez McDo, tu as des postes, tu as des échelons, puis tu sais, c'est pas des... Tu sais, quand je regarde ça aujourd'hui avec du recul, je trouve ça le fun, mais quand j'étais jeune, j'étais vraiment, tu sais... 50 cents de plus à $1, là, c'est important. Oui. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme 50 cents de $. Mais à l'époque, ben, si je devenais entraîneur, j'allais avoir 50 sous de plus de l'heure. Puis ça allait faire une différence. Puis en plus, j'allais avoir la reconnaissance que je suis rendu au poste d'entraîneur. Fait que donc, puis pour des gars, certaines personnes, comme moi, mettons, moi, j'étais super intéressé à faire ça. Fait que je voulais travailler fort, travailler bien, pour montrer à mes supérieurs, entre guillemets, que, hey, moi, je suis capable de faire cette job-là. Fait que ceux qui ont un petit peu cet esprit d'entrepreneurship-là, qui veulent, ben, ils vont bien se plaire chez McDo parce que ça donne justement envie de dire, hey, écoute, t'es capable, si t'en fais un petit peu plus, si tu fais ça bien, puis tu risques d'avoir la promotion. Fait que t'as un système hiérarchique. C'est ça. Donc, tu as connu le système McDonald's. Mm-hmm. Ensuite, en 97, tu deviens courtier. Oui. Tu commences à travailler en équipe avec ta mère. Oui. Et là, par la suite, est-ce que vous êtes au sein de la même agence? Oui. Oui. Et comment... Oui, vas-y. Juste pour te dire, peut-être un petit sideline aussi, parce que là,
Oh. C'est drôle parce que ça peut-être ça comme me rejoint, là. Ça va me rejoindre éventuellement. Moi, Guy, je m'enlignais pas pour ça. Parce que quand ma mère elle a eu beaucoup de succès dans l'immobilier, à un moment donné, puis mes parents sont divorcés, j'ai eu une passe où j'étais pas ben chum avec ma mère. J'étais sur le bord à mon père. Tu sais, à un moment donné, les enfants, t'es sujet aux réactions de tes parents, puis à un moment donné, ben, tu peux prendre même si t'aimes tes deux parents, tu passes plus de temps avec un, tu vas peut-être prendre une position, puis... Fait que c'est très difficile, les divorces, pour les parents qui, tu sais, pour les enfants qui vivent des situations comme ça. Puis, fait que moi, il y a un moment donné que j'aimais pas, pour mon père, c'était genre, hey, gars, ta mère, elle sort avec le propriétaire du McDo, il y a de l'argent, ta mère a de l'argent, il essaie de m'écraser. C'était comme ça, un petit peu, là. C'était ce que j'ai vécu. Fait que pendant un bout de temps, moi, l'argent, puis le succès, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. En fait, c'était plutôt négatif. Mon père, il venait vraiment, le traditionnel, là, genre les Anglais nous écrasent. Oui. OK, c'était vraiment ce genre de mentalité-là qu'il y avait. Puis ceux qui ont de l'argent, sont pas nécessairement fins, puis des choses comme ça, ce qui est totalement faux, là. Mais on venait de ça. Fait que moi, j'ai pris un côté différent. Je m'en allais vers l'art. Ça, c'était à l'adolescence. À l'adolescence, moi, j'ai été au cégep en art visuel et communication. Donc, je voulais être soit animateur de radio, soit vedette de cinéma. C'était ça, je m'en allais. D'ailleurs, j'ai fait du théâtre et de l'impro au cégep. J'étais dans le troupe de théâtre. Fait que j'ai adoré faire le théâtre. J'ai fait cégep en spectacle. Fait qu'on a été avec notre troupe de théâtre. Ça a été une super belle expérience. J'ai vraiment adoré. Mais là, j'ai été comme... J'ai initié au milieu des arts. Puis là, ce que je me suis rendu compte, puis d'ailleurs, mes profs me le disaient à cette époque-là, j'avais une prof qui vous voyait comme danseur. Danseur, pas au 281. Un danseur de... Pas comme dieu de la scène. Non! Non, un danseur de jazz ou je sais pas trop quoi, mais de danse moderne. Puis, on faisait ça aussi dans nos cours. On avait eu la troupe de danse qui était venue, puis là, on explorait les mouvements, tu sais. Fait que... Fait que t'étais dans cette phase-là. Ouais, exactement, dans cette phase-là. Artistique. Créative, absolument. Puis, mais ça t'a pas quitté vraiment, ça? T'es encore créatif. Ouais. Ça m'a pas quitté, ça m'a aidé. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, j'ai vu que ce milieu-là, c'est un super beau milieu. C'est pas évident de percer, soit comme animateur radio, soit comme comédien, puis tout ça. Fait que, à un moment donné, puis j'aimais beaucoup la vente, le milieu de la vente. J'aimais beaucoup interagir avec les gens, servir les gens, puis tout ça. Fait que finalement, j'ai fait un petit changement rendu là. J'étais redevenu de chum avec ma mère, puis là, je me suis enligné vers... C'est là que j'ai été au McDo, tout ça. Le temps, ça fait son... Faut laisser au temps faire son travail, comme je dis parfois. Ouais. À un moment donné, la poussière a retombé lentement. Là, c'est ça. Là, j'étais au cégep, je faisais une présentation en immobilier dans un de mes cours, mon cours de finance. Je me rappelle plus c'était quoi exactement, mais le prof, Yves Tanguay, qui était d'ailleurs directeur au Collège de l'immobilier. Yves, il m'avait dit, François, si tu veux être courtier immobilier, vas-y maintenant, parce que la loi est à veille de changer. Fait que là, je dis, je suis pas sûr, j'ai pas fini mes cours, puis il dit, écoute, vas-y, puis tu reviendras finir tes cours au cégep, parce que si la loi change, ça va être un bac, puis ça va être plus long. Fait que je m'envoie à ma mère, puis je dis, penses-tu que je peux faire ça? J'ai 21 ans, il me semble que je suis jeune un peu. Fait qu'elle dit, non, vas-y, puis je vais t'aider, puis tu viendras travailler avec moi. Puis, Fait que 18 août 97, j'ai commencé comme courtier immobilier à la Chine avec ma mère. Je me rappelle encore, je suis rentré dans le bureau chez Remax. Ils m'ont dit, il y a un bureau de libre en arrière, tu peux prendre celui-là. La machine à café est là. J'ai OK. Fait que là, je m'étais acheté une coupe de crayon, un pad. Fait que j'ai appelé ma mère, j'ai dit OK, qu'est-ce que je fais là? Voilà, elle dit, il y a des bottins de téléphone en avant, là, des calls qui appelaient. Elle dit, choisis une rue que t'aimes, puis appelle tout le monde, puis propose-leur une évaluation gratuite de leur propriété. Elle dit, quand t'en auras trouvé un qui dit oui, tu me rappelleras. Fait qu'une couple d'heures après, j'ai trouvé quelqu'un qui a dit oui. Je dis, hey, j'ai une évaluation demain, faut que tu viennes avec moi. Fait que ça a commencé comme ça.
Fait qu'après ça, elle dit, va faire du porte-à-porte. Fait qu'elle dit, tu te présentes, puis tu dis que tu es spécialiste du secteur. Oui. Ils vont-tu me croire? C'est pas grave. On va l'essayer. Hey, c'est j'ai bon, fait ça. Fait que c'est de même que j'ai commencé pas mal ouais. ma carrière avec elle. Beaucoup de plaisir. Mais je trouve que mon côté, justement, peut-être artistique, puis le fait que j'avais fait du théâtre, des trucs comme ça, c'est sûr que ça m'a sûrement aidé vis-à-vis du service à la clientèle, vis-à-vis de mes relations avec les gens. Mais ta personnalité aussi, tu sais, c'est la question de la personnalité. Quelqu'un de charismatique, tu sais. Et en plus, spécialiste du secteur. Ça, c'est parfait. Oui. Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, hier, je coachais mes courtiers, justement, puis on parlait de ça, tu sais. Est-ce que le porte-à-porte fonctionne encore? Est-ce que ça marche encore? Bonne question. Ben écoute, ça marche encore si tu en fais assez. Cependant, comment veux-tu être perçu? Est-ce que, Guy... Oui. T'as-tu déjà eu le samedi matin un docteur cogné chez vous qui a dit qu'il est spécialiste puis qui aimerait te soigner? Jamais. Un avocat qui a cogné chez vous? Un notaire? Non. Jamais. Les gens hautement professionnels font rarement du porte-à-porte. Nous, on veut être perçus au groupe Macaille comme des professionnels. Donc c'est pas une pratique qu'on fait. On trouve qu'il y a d'autres façons d'entrer en contact avec des clients, mais je veux dire, certaines agences peuvent dire c'est une façon, ça peut marcher. Si t'en fais assez, tu vas finir par trouver quelqu'un qui va dire oui. Ben oui. Hein? Mais nous, c'est pas une façon qu'on aime. Fait qu'aujourd'hui, je le referais pas nécessairement. On utilise d'autres moyens maintenant. On utilise... Mais la communication, c'est tu sais, je veux dire, je regarde beaucoup de courtiers immobiliers, puis je trouve que ce qu'un courtier, ou ben, même en vie en général, tu sais, toi, dans ce que tu fais, je veux dire, la communication, c'est tellement important de bien communiquer avec les gens, bien communiquer le message. Oui. Quand j'étais très jeune, j'ai été initié à la PNL, Programmation Neurolinguistique, par Tony Robbins. En fait, par mon beau-père Jean-Luc, qui m'a donné les cassettes de Tony Robbins, Unlimited Power. Fait que, c'est ça, je pense que c'est ça. Fait que, il m'a donné ces cassettes-là, parce qu'à l'époque, on avait des cassettes, dans mon auto, puis j'écoutais ça. Puis je me rappelle que c'était la première fois que j'ai été initié à ce concept-là de programmation neurolinguistique. Puis, je me rappelle que Tony Robbins, il disait, si je dis... I love you. Fait que là, il dit, peut-être que la personne, elle va pas le trouver. Fait que la façon que j'exprime mon message, fait qu'il y a un émetteur puis un récepteur. Fait qu'il y a quelqu'un qui émet, puis peut-être sa façon d'émettre est pas correcte, mais pour lui, elle l'est. Puis l'autre personne, peut-être qu'elle va bien le recevoir. Fait qu'il parlait de ça, de l'émetteur, du receveur, puis éventuellement, ben, t'assurer peut-être que ton message, la façon que tu le dis, il passe pas bien en général avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants. Avec un public, si tu dois faire parler en public, des trucs comme ça. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de voir ça. Puis par la suite, ben, on a raffiné, j'avais pris un cours de vente, puis on parlait un peu davantage de programmation neurolinguistique, puis comment de vraiment te synchroniser avec l'autre personne qui est en avant de toi. Puis quand tu es dans la vente, ben, c'est quelque chose que tu devrais étudier ou pratiquer. Ben oui, ben il y a des techniques. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre que je trouve fascinant qui s'appelle un livre d'un professeur de l'Université d'Arizona qui a été écrit en 2004, je crois, qui s'appelle Robert Cialdini. Ça s'appelle « Influence et manipulation ». OK. Wow. Et contrairement à ce que nous suggère le titre, c'est que le professeur en question nous parle de ses différentes expériences d'infiltration auprès des réseaux de vente, exemple Tupperware, exemple Filter Queen, exemple tout ce qui s'appelle ACL, etc. Amway. Et ce qui est le principe de la réciprocité, lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, la personne elle a quelque chose envers, elle a comme une dette envers toi. Exact. Et ainsi de suite. Et c'est fascinant, puis c'est là quand on a un certain âge, c'est là qu'on se rend compte, ah ben oui, regardons ça,
La fois qu'il est arrivé telle chose, c'est parce que j'avais fait telle chose. La Exact. fois qu'il n'est pas arrivé telle affaire, c'est parce que j'avais pas fait la technique que je viens de voir dans le livre. Tu sais, c'est pas un livre de technique de vente, mais c'est un livre de psychologie 101, en fait. Oui. Tu sais, ça se ramène à des principes très bêtes, mais tellement importants, qu'on a toujours tendance à oublier. Puis si on les appliquait, on aurait une réussite quasi instantanée, mais parce qu'on omet de les... On omet de les mettre en application. Je ne sais pas comment tu vois ça. En fait, 2 points là-dessus. J'adore ce sujet-là parce que, tu sais, jeune, au cégep, j'avais eu un cours, justement, sur le PNL, sur ça. Puis on disait, tu sais, comme exemple, là, on est... La façon qu'on est assis, excuse, les gens ne voient pas, mais là, on regarde. OK, fait que là, mettons que, dans le fond, si je t'imite, j'imite ton... C'est vrai? J'imite ta position. Mais quand tu es avec un client, si tu rentres vraiment dans sa zone, il y a 2 affaires. C'est de connecter avec son type de personnalité. Fait que ça, c'est très important. Puis par la suite, quand tu rentres vraiment dans sa bulle puis que tu pratiques une écoute active, au lieu d'une écoute passive, mais vraiment une écoute active, à ce moment-là, tu viens puis que tu mimiques les gestes de ton interlocuteur puis tu adoptes ses positions. Lui, il s'en rend pas compte quand toi, tu le fais activement. Mais éventuellement, je suis comme ça, on se parle. Éventuellement, je mets ma main comme ça, puis je me recule, puis tu vas faire la même chose. Alors, puis éventuellement, quand je vais te parler, puis je vais te suggérer des choses, tu vas être plus apte à répondre oui à mes suggestions, ou à être favorable à mes suggestions, parce qu'on connecte bien ensemble. Oui. Alors, nous, dans le programme, justement, de coaching que je fais en immobilier de Craig Proctor, Craig, il a comme 2 scripts. Puis il dit la base de la vente, il dit c'est pas d'avoir 15 millions de scripts. Il dit on a 2 scripts qu'on utilise, mais il dit ce qu'on utilise surtout, c'est de reconnaître le type de personnalité de la personne avec qui on fait affaire. Parce que les gens veulent se faire servir de la façon dont ils aimeraient être. En fait, les gens vont plus apprécier quelqu'un qui leur ressemble, tu sais. Puis Jean-Marc Parent, c'est le même qui est devenu célèbre. On est tous pareils, la gang. Fait que lui, il disait aux Québécois, on est tous pareils. Hey, t'es comme ça chez vous, dans ton salon? Hey, on est-tu comme ça, nous autres? On est-tu comme ça? Puis le monde disait, oui, on est comme ça. On est comme ça. On est tous comme ça. Oui, on aime ça faire ça. On aime ça être dans notre pyjama le samedi matin. On aime ça. On aime ça. Fait que là, on réunit tout le monde ensemble, on s'identifie à un groupe, puis tout ça. Alors donc, c'est un concept super le fun. Puis les gens, des fois, tu vas dire, quelqu'un, ta personnalité-là, je sais pas pourquoi, mais il m'écoeure. Ou bien, pas capable. Pourquoi? Parce que cette personnalité-là, exemple, si toi, tu es un fonceur, tu es quelqu'un qui va aller droit au but, puis tout ça, moi, je sais que je suis un expressif. En étant expressif, je sais que j'ai tendance à trop parler. Fait que si je parle trop, puis j'arrive pas au but, le fonceur, il va dire « Hey, accouche! » Fait que si je reconnais que je suis face à un fonceur, je sais que en sachant mon type de personnalité, que je dois m'adapter, puis je dois changer mon langage. Puis moi, je suis pas un gars de détail. Fait que si je parle à un analytique qui dit, moi, j'aimerais ça avoir des chiffres plus précis, puis moi, je suis plus vague, puis lui, il m'aimera pas, il va dire, écoute, lui, il fait juste parler, puis il parle pour rien dire. Fait que, mais si je parle à un gars comme moi, là, on va parler pendant 2 heures de temps. Exact. Mais on n'arrivera pas au but. Exact. On conclura pas. C'est vrai. Fait qu'il faut conclure. Fait que donc, c'est ça, d'apprendre à reconnaître le type de personnalité, ton type de personnalité à toi, t'es qui? Puis de connaître tes forces, tes faiblesses. D'ailleurs, mon beau-père, Jean-Luc, justement, qui est marié à ma mère, à toutes les années, il fait un cours sur les types de personnalités. Lui, il a pris un cours là-dessus, il a peut-être, je sais pas, une quinzaine d'années, puis il a trippé là-dessus, puis maintenant, il l'enseigne à mes courtiers. Fait qu'il vient faire des formations là-dessus. C'est quoi? C'est-tu la méthode Herman? C'est la méthode... je sais pas c'est quoi sa méthode. Je sais pas, mais en fait, ce que je peux te parler de la méthode Herman, c'est qu'à l'Université du Québec à Montréal, ils sont dépositaires d'une méthode américaine qui a été mise sur pied par je crois, sauf erreur, un ancien vice-président des ressources humaines à General Motors. OK. Et M. Herman, H-E-R-M-O-N-N. Sur les préférences cérébrales. OK. En fait, c'est un cercle avec 4 couleurs. Hein? C'est ça. Le jaune, le vert, le rouge, le bleu. C'est ça. Hein? Puis on n'entre pas dans les détails. Vous avez probablement déjà tous entendu un petit peu parler de ça, mais lui, en fait, il a développé son modèle.
Tout simplement sur la base de, chez nous, il n'y a pas d'employés, incompétents. Il y a seulement que des employés au mauvais poste. Exact. C'est qu'on ne les a pas identifiés suffisamment, on n'a pas tracé leur profil de la bonne façon avant de leur assigner un poste. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il administrait un test psychométrique. Puis ça, je te parle des années 40. Ouais. Un test psychométrique au postulant, puis là, après ça, il leur assignait une tâche. Les gens, mettons, la personne à la réception. Tu sais, aujourd'hui, on dirait on ne mettra pas un airbag à la réception. Mais lui, déjà, il y avait déjà une méthode scientifique. Fait que probablement que ton beau-père Jean-Luc, c'est un système semblable qu'administre. Comme moi, je l'avais fait, là, tu sais, ça te donnait un pie chart, à savoir tu te classais dans quoi au juste. Ouais. Puis l'idéal de n'importe quel test semblable, ça serait d'être pas mal dans le milieu. Ouais. C'est-à-dire que tu sois autant analytique que entrepreneur, que tourné vers les autres, puis que organisé. Ouais. Mais bien souvent, t'as une dominante. T'as une dominante, c'est ça. Et c'est pour ça que tu as besoin des autres pour aller plus loin. Tout à fait. Et voilà. On revient à notre thème. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. En fait, nous, tous ceux qui travaillent pour moi, dans le fond, que j'engage comme courtier, qui travaillent avec moi, je devrais dire, on leur fait tous passer un test, justement, puis pour voir c'est quel genre de personnalité, à qui on a affaire. Puis on sait que si j'engage un courtier immobilier qui est par exemple, analytique ou sympathique, donc on sait qu'eux, ils vont avoir un petit peu plus il y a certaines... Ils ont certaines, pas lacunes, mais je veux dire, il y a un type qui va être... Il va falloir qu'il close plus. Alors, il va falloir qu'on travaille plus sur certains aspects. L'expressif, lui, va avoir aussi certains aspects à travailler. Fait qu'il y a chacune des personnalités. Il y a des personnalités qui sont plus naturelles. Justement, les expressifs, c'est plus naturel la vente pour eux. T'sais. Les relations... la communication, les relations personnelles, c'est plus naturel dans leur cas. Mais quand tu travailles puis quand tu es conscient de ces choses-là, tu es encore plus efficace que quand tu le fais inconsciemment. C'est vrai, hein? Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Ouais. C'est un bon point, ça. Absolument. Fait que c'est ce qui permet à certaines personnes vraiment d'être encore meilleures dans leur travail puis dans leur communication avec les gens parce qu'ils savent justement analyser les gens. Ils savent comment se comporter dans différentes situations. Puis à un moment donné, ça devient comme un petit peu une deuxième nature aussi. Tu le fais tellement souvent que tu es habitué de tout. Puis tu gages les gens comme ça. Nous, on sait que justement, tu dis à la réception, un air bête, puis il y a des gens qui gagent ça, mais effectivement, une personne qui est au service, qui est serviable, aimable, qui est un type de personnalité, c'est sûr que c'est une personne qui est plus loyale, fidèle, etc. C'est une personne qui va justement au service à la clientèle. Un fonceur au service à la clientèle, lui, il est plus stressé, plus pressé, puis il n'aime pas ça répondre trop longtemps aux clients, mais ça va pas bien. C'est ça, parce qu'il n'aime pas ça les gens qui comprennent pas vite. C'est ça. Exactement. Mais c'est intéressant moi, j'ai toujours été fasciné par le côté psychologie, justement, de la vente, du service à la clientèle. Puis, je trouve que dernièrement, j'ai vu qu'il y avait des gens qui donnaient des formations là-dessus, mais je n'avais rarement vu. Je suis tombé là-dessus la semaine passée, je regardais Facebook, je sais pas si tu les connais, je me rappelle plus de leur nom, en tout cas. Il va falloir que je les retrouve, mais il y avait une formation qui se donnait, là. Au Québec. Ça. Au Québec, oui. OK. Ouais. Je connais pas trop de personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans, mais c'est intéressant à connaître. Fort intéressant. Ben oui, écoute, toi, quand parce qu'on va parler de tes équipes un peu. Oui. Lorsque tu bâtis une équipe, oui. Tu l'as bâti après avoir fait ces tests-là ou après avoir évalué à peu près les forces et puis les... Pas nécessairement. Non. Ça, c'est plus pour les gens Comment tu fais ça? OK. En fait, juste pour résumer un petit peu rapidement mon concept d'agence immobilière ou d'équipe, les tests, ça, c'est plus pour les gens qui sont dans ma propre équipe à moi. Donc, on va l'appeler l'équipe François Macaille. Dans le groupe Macaille, qui est mon agence immobilière, on retrouve à l'heure actuelle 5 équipes. Alors, on a l'équipe François Macaille, qui est la mienne. On a l'équipe Marty Wade, qui est à Gatineau. On a l'équipe Tourville-Fournier, qui est à
à Rosemont. On a l'équipe d'Alava Zéani qui est à Montréal. On a l'équipe de Vasile Petrut à Laval et l'équipe de Tanvir qui est à Montréal. Donc, ça dit 5, c'est 6. Fait que les autres équipes, dans le fond, nous, ce qu'on fait au niveau des si on veut, moi, ce que je fais, c'est que pour les autres équipes, je les aide à se structurer. Alors, ils ne passent pas nécessairement des tests pour moi à ce niveau-là. C'est plus des gens qui vont dire, bon, ben regarde, moi, ça fait longtemps que je gère une équipe. J'ai toujours été en équipe. Donc, le groupe Macaire, on se positionne comme le spécialiste des équipes en immobilier au Québec parce qu'il n'y a aucune autre bannière au Québec, même au Canada, je crois, aux États-Unis, qui prône le concept d'équipe. Puis les équipes, malheureusement, dans leur agence, sont souvent pas appréciées à leur juste valeur. Puis la raison, c'est que le propriétaire de l'agence, lui, il y a 90 courtiers, exemple, il y a 10 équipes, il y a 5 équipes dans son agence, mais il y a 70 autres personnes qui payent des frais de bureau. On ne peut pas dire, ben écoute, le chef d'équipe, puis souvent le chef d'équipe, lui, c'est un entrepreneur un petit peu qui veut performer davantage, pour ça qu'il se fait une équipe parce qu'il génère plus de business que les autres. Puis c'est souvent quelqu'un qui veut aussi peut-être un peu plus de reconnaissance. Oui. Puis il la trouve rarement parce que le propriétaire de l'agence va dire, regarde, les 70 autres courtiers qui sont avec moi, là, et ils sont aussi bons que le chef d'équipe, sont aussi bons que les autres. Il ne peut pas dire que le chef d'équipe est meilleur puis que le gars qui a une équipe est meilleur dans son agence. Ça va au détriment des autres courtiers. Donc, souvent, les chefs d'équipe sont pas appréciés à leur juste valeur dans leur agence. Puis l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment de compréhension de la part de la majorité des propriétaires d'agence d'un concept d'équipe. Parce qu'un concept d'équipe et un concept d'agence, c'est complètement différent. D'aider une personne à réussir et de dire, écoute, vas-y Guy, va frapper à des portes, appelle des contrats qui sont expirés, puis appelle des gens qui sont à vendre sur du proprio. Ben ça, tout le monde fait ça. Mais à part de ça, qu'est-ce que je fais pour grossir mon équipe? Moi, c'est pour ça que j'ai fait 2 changements dans ma vie de bannière. J'étais chez Remax. Puis, à un moment donné, mon agence m'apportait tout simplement pas les ressources nécessaires pour que je puisse continuer mon évolution, mon expansion. Puis, je suis allé avec Sutton. Puis, Sutton, à un moment donné, aussi, je connaissais plus personne dans ces endroits-là qui pouvait m'aider à grandir davantage. Fait que je me suis retourné vers Craig Proctor, qui avait un système de coaching. Puis que là, j'ai vu des gens qui réussissaient à un autre niveau, puis qui pouvaient me montrer comment faire pour m'organiser puis atteindre des nouveaux sommets. Puis là, c'est ce que j'ai eu envie de faire maintenant, c'est de reproduire ça, ce que je vis dans le système de Craig Proctor, de dire, écoute, je m'assois avec une quinzaine, une vingtaine de chefs d'équipe que leur mission, c'est de rendre leur système meilleur, rendre leur entreprise meilleure, amener des meilleurs services à leurs clients, donner des meilleurs résultats. Tantôt, hors d'onde, je te parlais un petit peu de ça. C'est pas nécessairement l'argent, mais c'est comment apporter plus de valeur à nos clients, comment être plus utile pour nos clients, comment leur donner plus de bénéfices. Fait que c'est tout à propos de comment les rendre plus heureux, leur apporter plus de bonheur dans leur vie. Puis si on fait ça, l'argent viendra par la suite. Puis un gars comme les équipes qui sont avec moi présentement, la raison pour laquelle ils sont avec moi, c'est que je leur montre le chemin pour justement avoir plus de succès dans leur carrière, puis moi, c'est un système d'équipe que je prône. Donc, comment se structurer, qui engager en premier, quoi faire, comment aller générer plus de clientèle, où on les trouve ces clients-là, quel genre de marketing faire. Donc, tous les aspects différents d'une business, je leur montre comment faire ça. Regarde l'équipe, la dernière équipe qui s'est jointe à nous, l'équipe de Marty Waite à Gatineau. Oui. C'était l'équipe, si elle aurait fini l'année chez Remax, finissait possiblement première équipe chez Remax en nombre de transactions. Ils ont fini avec 450 transactions l'an passé. Puis, il y a beaucoup de gens qui demandaient à Marty, pourquoi tu t'es joint à François? Puis, il dit, regarde, il n'y a pas personne d'autre qui était capable de faire plus de ventes ou m'apporter plus en termes de développement d'équipe, en termes de structure, puis tout ça. Puis déjà, ça faisait 1 an et demi qu'on se parlait. Puis depuis 1 an et demi, ses résultats avaient augmenté considérablement. Je pense qu'il avait augmenté de 30 ou 40 ses résultats. Donc, c'était déjà beaucoup.
Mais tu sais, des fois, Guy, il y a des choses que... des choses que tu connais pas parce que tu le connais pas parce que tu sais pas que ça existe. Ouais, c'est ça. C'est comme la double ignorance, là. Je le sais pas que je le sais pas. Je le sais pas. Mais tu sais, des fois, si tu payes pas pour l'avoir, il y a des gens qui me disaient, pourquoi tu vas dans des conférences, ça te coûte des milliers de dollars, pourquoi tu retournes? Parce qu'il y a de l'information là-bas que ces gens-là possèdent, que moi, je possède pas, puis si je paye pas, j'aurais pas accès à ça. Moi, j'étais le premier courtier immobilier au Québec à faire du Google AdWords. Pourquoi que les autres faisaient pas ça? Ah. Moi, je capotais. Je faisais du Google AdWords, puis je me disais, aïe, il n'y a pas personne d'autre qui fait ça. Puis là, je dis, ouais, mais c'est vrai, je suis le seul Québécois qui va dans l'information là-bas aux États-Unis avec Craig Proctor. Il n'y a pas d'autres Québécois qui payent 10 000 $ par année pour avoir accès à ce programme-là. Fait que je suis le seul qui paye, puis je suis le seul qui a l'information. Ouais. Puis après ça, on était 2-3. Moi, Francis Lavoie, d'ailleurs. Oui, Nancy Forlini, je pense, pendant un bout de temps, on était les seuls qui faisaient ça. Les autres Québécois, soit dans Rémax, soit Lepage, Sutton, Via Capital, c'était pas une information qui était enseignée, puis c'était juste des gros contracteurs qui faisaient ça. Je te dirais que par la suite, l'an passé, on était les premières personnes à utiliser les nouvelles plateformes de Facebook pour faire de la pub. Je n'en connais pas à date des gens qui génèrent autant de clientèle que nous sur Facebook. Le mois passé, j'ai eu 900 demandes d'informations relatives à l'immobilier sur Facebook. Alors, c'est pas... mais pourquoi? Puis c'est pas moi qui l'ai inventé. On a pris ça d'un gars qui s'appelle Blake Corey, qui est à San Diego. Puis Blake, lui, est venu il est monté sur le stage, puis il nous a dit... Moi, je suis un spécialiste de Facebook, il y a 1 an et demi de ça. Oui. Fait que je suis un spécialiste de Facebook, puis voici comment vous pouvez utiliser les nouvelles plateformes de Facebook. Fait qu'il faut que tu ailles dans le gestionnaire de publicité, puis il faut que tu crées. Fait que là, OK, c'est pas juste de booster une publicité. Non, il y a une façon de faire. Fait que, c'est ça. Mais lui, il l'a su. Fait que ça, de faire partie d'un programme nord-américain de formation, et voilà. Ben, le rôle, c'est qu'ils vont chercher tous les talents un peu partout, peu importe la province, l'État, puis tout ça, puis ils nous amènent ça sur un plateau, puis voici ce que lui fait de mieux là-dedans. Puis moi, ben, dans mon agence immobilière, vu que je fais partie de ça, dans mon agence, c'est ce que je veux faire, regrouper les meilleures équipes, puis qu'on s'assoit 3 fois par année, puis qu'on se dit, bon, ben, qu'est-ce qui marche bien dans nos équipes? Qu'est-ce qui marche moins bien? Comment qu'on peut améliorer la satisfaction de nos clients? Puis être encore plus de service, rendre encore des meilleurs services, rendre nos gens plus heureux. Fait qu'on travaille là-dessus. Et mettre à la disposition de notre clientèle les outils avec lesquels on travaille. Absolument, tout à fait. Fait que c'est vraiment, nous, en bout de ligne, c'est de créer une expérience mémorable à notre clientèle. Ce qu'on veut, c'est la fondation de notre stratégie d'affaires, c'est de livrer la meilleure performance de l'immobilier au consommateur. La meilleure expérience dans l'immobilier au Québec. Alors, au consommateur. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut que le consommateur dise, écoute, on a vraiment une expérience merveilleuse avec l'équipe de François, avec l'autre équipe qui sont dans notre agence. Fait que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va continuer de faire dans l'avenir. Puis on prend... présentement, on est sur une belle lancée. Une belle lancée. On a 53 courtiers là, à l'heure actuelle dans notre agence. C'est la première fois que j'arrive à ce chiffre-là. Donc, on a 2-3 autres qui s'en viennent. On va bientôt frapper le 60 courtiers dans notre agence immobilière. Alors, puis, ben, dernièrement, on multiplie aussi notre communication avec la clientèle. On est à la radio. On est beaucoup présent davantage sur LinkedIn maintenant, qui est une très belle plateforme que je n'utilisais pas beaucoup, mais que j'utilise de plus en plus. Beaucoup de monde sur LinkedIn. Oui. Et la télé prochainement. Oui, mais c'est ça, j'allais... en fait, il y en a une de ces plateformes-là que je considère extrêmement importante, mais que je t'ai pas entendu nommer, c'est Instagram. Oui! Non, mais Instagram... Sur Instagram aussi, oui. OK, tu es sur Instagram aussi. Oui. Parce que c'est beaucoup là que ça se passe. C'est là que... Ah, ben oui, c'est parce vrai. Que vous vendez de la beauté, vous vendez de l'amélioration de qualité de vie. Donc, les photos, c'est extrêmement important. Absolument, tout à fait. D'ailleurs... oui? Oui. Vas-y. Après vous. T'as absolument raison, mais c'est quelque chose que je viens d'engager une nouvelle firme, justement. Une firme de réseaux sociaux qui se spécialise vraiment là-dedans.
Puis, donc, on veut rehausser, je travaille actuellement justement à rehausser la qualité de l'information qu'on partage sur Instagram, justement. Parce que moi, je partage souvent pour moi-même, personnellement, mais pour l'équipe, pour l'agence immobilière, on veut travailler ça, justement, notre image corporative. Là. Puis, je viens d'engager une firme là, pour faire ça. Puis, effectivement, sur Instagram, c'est fou. Hey, c'est fou quand c'est fou. C'est fou de voir. Écoute, il y a des gens qui deviennent des vedettes. Je vois des gens là, qui sont sûrement des bonnes personnes, là, mais je veux dire, qui à un moment donné, qui ont des milliers de followers, puis qui se mettent à vendre. C'est des pubs ambulantes, là. Fait qu'une personne devient une publicité, et voilà. porte-parole de tous les produits, puis on vend des produits à travers. Oui. Fait qu'il y a une nouvelle les influencers. Les influencers, exactement. Fait que ces gens-là, que ça soit une fille qui est à Saint-Jean, puis une belle fille à Saint-Jean, une belle fille n'importe où. Ah oui, il y en a certaines à Saint-Jean. Non, mais c'est pour ça que j'ai déménagé ici. Ben oui. Non, mais c'est ça, c'est que c'est une personne qui peut devenir... ça va vite sur Instagram. Absolument. Donc, les réseaux sociaux, c'est une déferlante. C'est quelque chose qu'on avait vu arriver il y a peut-être une quinzaine d'années, puis qu'à un moment donné, il est vraiment arrivé. Ouais. Et qui est de plus en plus abordable, à cause que la technologie a évolué. Faut savoir s'en servir. L'apparence est plus importante encore que je pense que le message qui est véhiculé. Ouais. Une image brouillée ne va pas avoir autant de likes. C'est aussi bête que ça. C'est ça. Mais il faut accepter que tu sois d'accord ou pas. Mais maintenant, ce qui marche beaucoup, Guy, aussi, c'est les fameuses stories sur... mais oui. Que ce soit Instagram ou que ce soit... On va en faire une, justement. Que ça soit ça. Mais les fameuses stories, c'est rendu que c'est comme c'est quasiment comme une pub, hein? Un story, c'est tu sais, puis les gens vont regarder justement. Ici, on est là, on est live avec Guy Baillargeon. Yes sir, ensemble on va plus loin. Oui. Alors, fait que c'est ça, tu vois, fait que ça c'est des pubs automatiques sur les stories, fait. Les gens peuvent. Là, on s'en va partout à travers le monde avec ça. On s'en absolument. Puis je remarque là que sur les stories, maintenant, il y a plus. J'ai plus souvent de vues sur des stories qu'on a de likes sur la page. Donc, ça devient un mode de transmission absolument incroyable. Fait au-delà de poster des trucs, de mettre des stories comme ça va aller chercher encore plus de gens. Oui. Puis même que les influencers, justement, vendent leurs trucs via des stories plus que via des posts. Alors, fait que c'est sûr que c'est tous des nouveaux modèles aussi de marketing à étudier puis à comprendre. Mais il y a des gens, justement, qui se spécialisent là-dedans. Il y a quelqu'un qui me disait, penses-tu qu'on va vendre des maisons sans courtier, juste sur Internet? Je pense pas, mais c'est-à-dire avec le big data, avec... Oui, on va dire, tu sais, il y en a qui disent, la réalité virtuelle, est-ce qu'on pourrait réussir à vendre une propriété sans que le client se déplace? Je pense que ça prend toujours une intervention humaine. L'achat d'une maison, c'est quand même l'achat, des plus grands achats que quelqu'un va faire dans sa vie. Oui. Fait que c'est difficile de dire que... Mais je pense que ça va changer, justement, c'est la relation, parce que tout est dans la relation qu'on a avec les clients. Alors, je pense que les réseaux sociaux vont venir, justement... le courtier immobilier, il va falloir qu'il se serve de ça pour améliorer la qualité de sa communication avec les gens, puis de promouvoir son service, puis de bien identifier son service. Par exemple, les courtiers immobiliers offrent des services majoritairement à des personnes qui veulent vendre leur propriété. Oui. Moi, je pense que dans le futur, on va voir beaucoup de courtiers immobiliers qui vont se spécialiser avec les acheteurs. Alors, c'est quoi l'offre de service qu'on a pour un acheteur, à part « je vais t'aider à trouver une maison ». Est-ce que l'offre est bien définie ou elle n'est pas? Je pense que pour l'instant, pour la majorité, elle n'est pas bien définie. L'offre qu'on a à faire aux acheteurs. Je pense que si on s'en va, c'est un créneau qui va être davantage développé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler avec un acheteur? C'est quoi notre mission avec lui? Puis il va y avoir la mission avec le vendeur également. Puis ça, les réseaux sociaux vont faire en sorte, justement, vont nous aider à promouvoir ce message-là. Puis aller nous chercher, aller se mettre en communication avec des acheteurs, des vendeurs potentiels. Google a fait un sondage... Excuse-moi. Vas-y. La voix fait défaut.
Google a fait un sondage à la fin d'année 2017. OK. Et 95% des achats débutent sur le web. La vente, c'est un transfert d'émotions. Oui. Donc, ça revient un peu à dire ce que tu disais tantôt, c'est-à-dire que belle photo va amener la personne à communiquer avec le courtier. Ouais. Et c'est là que l'élément humain va commencer. Là. Mais Ouais. pour attirer ou pour amener le client, il faut avoir des belles choses. Tu sais, Oh, oui, absolument. si tu n'as pas une belle présentation, si tu n'as pas un bel enrobage, si tu ne mets pas en valeur Oui. le bien que tu annonces en vente. Faut que tu déclenches une émotion, Une émotion chez le client. C'est ça, c'est un transfert d'émotion. C'est Transfert ça, d'émotion, ouais. faut que tu le déclenches, ça. Absolument, absolument. Faut que tu déclenches ça, puis faut que tu déclenches quelque chose qui fait qu'il y a le transfert d'émotion, il y a exemple, bon, on parle de la photo, de qu'est-ce que la personne va ressentir, Oui. que ce soit une émotion positive, négative, que ce soit parce que les gens ils vont beaucoup bouger, soit par une crainte de perte, tu sais, alors il reste juste tant de billets à vendre, il reste juste, il reste juste 2 heures pour le faire Scar ça. City. Oui, exactement. C'est ma ville préférée, comme je dis, le Scar City. Scar City, ouais. L'effet de rareté. L'effet de rareté. On va jouer là-dessus. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Fait que soit le gain potentiel que tu peux faire. Oui. Fait que tu peux gagner ou tu peux perdre. Fait que donc, il y a ces 2 éléments-là qui sont beaucoup utilisés en marketing, puis que là, on transfère justement en photo avec des mots, tout ça. Mais fait que c'est une plateforme vraiment Instagram qui prend beaucoup d'importance, je pense, là, depuis, je dirais, 1 an là, environ. Là, on voit là, que ça dépasse Facebook. Il y a des jeunes qui disent « Ah, ben Facebook, c'est pour les vieux. » Moi, ça me fait rire. C'est encore la plateforme la plus utilisée. Là. Fait que c'est encore là. Mais effectivement, les jeunes sont de plus en plus Snapchat, Facebook. Moi, j'ai pas utilisé encore Snapchat vraiment, là, très rarement. Cependant, comme je disais tantôt, je pense que LinkedIn, dépendant de ce qu'on fait dans notre vie, là, mais LinkedIn devient une plateforme très intéressante. Aussi, il y a de plus en plus de monde. Ils ont favorisé les posts, justement. De plus en plus de gens qui postent, puis dans le milieu des affaires. Donc, exemple, toi, tu es beaucoup impliqué dans le milieu de l'investissement immobilier. Je pense que c'est des belles plateformes pour les investisseurs immobiliers d'aller regarder ce qui se passe là parce que tu es en relation avec des gens d'affaires qui veulent brasser des affaires, justement. Fait que ça, c'est une plateforme sur laquelle je vais de plus en plus travailler. Ouais. Puis là, on va parler de tes nombreux voyages. Et j'entends par là que j'ai entendu dire que tu es allé à Sainte-Julie, tu es allé à Piémont. Oui! Tu es venu à Saint-Jean, etc. Alors, c'est quoi? C'est une émission de télévision. Oui. Et ça s'appelle comment? Tout s'embellit avec Julie. Oui. Avec Julie Asselin, qui est une décoratrice intérieure. Puis Julie, elle, depuis 3 ans, c'est la 3e saison. Donc, elle a débuté l'émission. La première année, elle était accompagnée d'un inspecteur en bâtiment, l'an passé d'un courtier. Puis cette année, c'est moi le courtier qui a été choisi pour l'émission. Il y a eu des auditions qui ont été faites. Et finalement, j'ai trouvé ça intéressant, le processus d'audition. Puis juste une petite aparté. Oui, vas-y. J'avais mon adjointe en décembre qui me dit « François, on a eu un appel de VTL. Je pense qu'ils veulent t'interviewer. » Mais j'ai pas trop compris ce qu'ils voulaient. Fait que je suis c'est peut-être une entrevue pour parler de stats immobiliers, puis tu sais, statistiques dans l'immobilier, puis tout ça. Fait que je suis parfait. Fait qu'on avait une conférence sur l'immobilier à laquelle on assistait justement à Montréal. Fait qu'on s'en va là après. Puis j'arrive là, c'est dans les studios de la compagnie de production. Puis j'arrive là, puis... Dans Griffintown? Non, à Centre-Ville. Ah, OK, au Centre-Ville, oui. Ouais, au Centre-Ville, mais c'était... Non, c'était à la compagnie de production, c'était pas à VTL. Fait que là, on s'en va là, puis là, on arrive, puis je dis, oui, je m'en viens pour l'entrevue. Fait que la femme, à part à rire, elle dit, ben non, tu t'en viens pas pour une entrevue. Elle dit, tu t'en viens pour un casting. Fait que j'ai un casting. Elle dit, oui, elle dit, tu t'en viens faire une audition. Là, je dis... Ah, elle dit, c'est toi le gars avec l'adjointe là, qui est dur à rejoindre? Ouais, c'est ça, c'est moi, justement, mon adjointe elle est là. Fait que, je suis pas un entrevue, je m'excuse, je t'ai mélangé, mal compris, là. Fait qu'elle dit, c'est une émission de télé, puis tout ça. Je dis, ok, c'est correct. Fait que je rencontre le réalisateur, il me pose des questions, puis tout ça, il me filme. Puis après ça, ils m'ont rappelé pour une deuxième entrevue.
Puis là, je sais pas exactement combien on était de courtiers au départ, mais je sais qu'il interviewait plusieurs courtiers. Puis à la fin, il y avait un trio de 3, je pense, courtiers. Ben pas je pense, je sais qu'on était 3 à la fin qui ont passé l'entrevue où on allait faire un genre de pilote, un genre d'émission avec Julie. Il fallait voir si on s'entend bien avec Julie, puis tout ça. Puis comment qu'on passe à l'écran avec elle. Puis donc, je sais qu'en bout de ligne, à la fin, là, c'était pas mal serré. Je pense qu'il y avait un autre courtier de chez Sutton. Et finalement, je l'ai eu. J'ai été choisi. J'étais très heureux de ça. Puis ça va super bien. Fait que Julie, la mission, les gens s'enregistrent ce qu'ils veulent. C'est, dans le fond, embellir une pièce pour vendre la propriété. Alors, donc, Julie, elle arrive, puis elle va regarder la maison. On va dire, bon, ben, OK, ici, là, la cuisine est belle, la salle de bain, mais le sous-sol, par exemple, il fait dur. Fait que, donc, on va réaménager le sous-sol. Donc, elle fait pas juste... il y a aussi du mobilier. Fait qu'elle va acheter du mobilier, ils vont repeinturer. Des fois, il y a des changements complets. Ils vont changer des manteaux de foyer, des trucs comme ça. Fait que, donc, ils en font beaucoup. Puis moi, ben j'interviens au niveau... Oui, c'est ça, ton apport à l'émission. Toi, t'as un segment à toi. Ouais, moi, j'ai un segment au début où j'arrive puis je parle de la ville où on est. Alors, on est à Saint-Jean. Puis Saint-Jean, ben, c'est reconnu pour le Festival des Montgolfières. C'est reconnu aussi pour le collège militaire. Alors, donc, c'est une ville militaire, Saint-Jean. Alors, je vais parler un peu de la ville. Je vais parler des populations. On a une moyenne d'âge de 42 ans. Le premier chemin de fer au Canada. Le premier chemin, ça, je l'avais pas lu. Entre La Prairie et Saint-Jean. Ah oui? Ah, OK. Bon, tu vois, d'informations, on me disait à mon adjointe, elle m'a pas trouvé ça. Fait que je lis des infos comme ça, je donne des renseignements sur le marché de l'immobilier, comment il se comporte, c'est quoi le nombre moyen de jours, c'est quoi le nombre de jours moyens pour vendre une propriété ici à Saint-Jean, un condo, etc., les prix moyens. Puis, je donne une valeur actuelle de la propriété. Ensuite de ça, Julie a fait les travaux avec Jean-François Couture, qui est le rénovateur. Oui. Puis à la fin, je reviens, puis là, je dis, bon, ben félicitations pour les travaux. Voici pourquoi que les acheteurs vont apprécier les travaux. Voici ce qui va... Puis finalement, la nouvelle valeur, c'est telle valeur. Fait que j'ai un segment au début, puis un segment à la fin. Puis à date, j'ai eu beaucoup de plaisir. On a une gang absolument incroyable. Mm-hmm. Fait que j'aime ça parce que justement, c'est un travail d'équipe, hein? Parce qu'il y a ceux qui sont devant la caméra, mais il y a plein de monde en arrière de la caméra aussi. Exactement. Ouais. Là, c'est en tournage. Là, c'est en tournage. On vient de finir 4 émissions. Puis là, on est en relâche pour une semaine. Puis on repart. On a 10 émissions au total qu'on fait. Puis Sébastien Chabot, notre réalisateur, est vraiment fantastique. C'est une équipe là, très professionnelle. Eux autres, je pense que ça fait leur 3e année qu'ils tournent ça. Ça va peut-être en ondes à VTL. Je suis pas certain. Je pense que l'an passé, c'était le mardi à 19h. Cette année, on attend de savoir exactement, mais ça devrait sortir vers le 17 avril. Fait qu'on a 10 maisons qu'on va voir. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. C'est Trio Orange, dans le fond, la compagnie de production. Oui, qu'on connaît. Trio Orange, c'est ça. Alors, c'est eux qui produisent ça. Fait que c'est une belle expérience. On a hâte de voir les résultats. Oui, on va vous inviter à écouter l'émission. Yes. François, ça fut un plaisir. Hey, merci beaucoup, Guy. Ben oui, un plaisir renouvelé. Je sais pas qu'on se voit. Ben oui, c'est toujours plaisant. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir participé à ton émission. Puis, félicitations pour tout ce que tu fais. Hein? Fait que je sais que tu étais très, très actif. Puis, bientôt, on va devoir prendre une petite vodka en Russie, à Moscou. Oui, absolument. En 2019. Ça va là. Alors, écoutez, c'était le podcast Ensemble, on va plus loin. Alors, le seul commandement que je vous donne d'ici à la prochaine, c'est gardez le sourire. Salut. Shut up and sit down.